Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission Entretien. Nous allons nous entretenir avec Chris Mukendi, il est cadre de la FDC. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue à cette émission. Très heureux de vous recevoir. Aujourd'hui, dans les cadres de cette émission, nous allons brosser l'actualité en République démocratique du Congo. Le chef de l'État s'est prononcé devant les deux chambres réunies en congrès. Il a proposé, il a fait l'état des nations en proposant également les mesures qui vont suivre. Il a parlé de 2020, année de l'action. Nous allons un peu parler également de la FDC, dont vous faites partie. Vous êtes cadre de la FDC. Et l'Assemblée nationale a pris acte de AFDC, si on peut le dire, bar FCC, dirigé par Néné Nkoulou. Alors, nous commençons sur ce point-là. Comment vous avez accueilli cette décision? Cette décision, d'abord, c'est une décision qui va à l'encontre des principes démocratiques, qui violent la Constitution. Et cette décision ne favorise pas les climats de sérénité des travaux au sein de l'Assemblée nationale. Vous reconnaissez que le ministère de l'Intérieur a reconnu le professeur Bahati comme le seul et unique personnalité à engager le parti AFDCA. Donc aujourd'hui, le parti AFDC et le regroupement politique AFDCA. Aujourd'hui, ce que nous constatons à l'Assemblée nationale n'est que de la barbarie politique orchestrée par le FCC et les bureaux de l'Assemblée nationale. Donc c'est une décision en tout cas malheureuse, mais nous ne pensons pas nous arrêter là. Il y a une justice dans ces pays. Nous pensons que nous devons arrêter avec les pratiques du passé. Et j'ai vu la décision, ils ont fait recours à un cas de jurisprudence de 2015. Mais vous conviendrez avec moi que 2015, c'était un régime de dictature, c'était des pratiques de dédoublement de partis politiques, des pratiques qui n'ont pas de place aujourd'hui dans un régime qui prend l'état des droits. Donc nous poursuivons notre lutte, nous poursuivons notre combat au niveau de la justice pour que l'FDC revienne dans ses droits. Est-ce que vous pensez que les choses peuvent changer? Nous pensons à un état de droit, à l'instauration d'un état de droit qui est prôné par le président Félix Tshisekedi. Mais aussi, nous savons qu'au nom de la séparation de pouvoir, il ne peut pas s'ingérer dans ce qui se passe dans cet hémicycle. Mais au niveau de la justice, une décision de justice pourra faire fléchir l'Assemblée nationale. Mais déjà, vous êtes un peu déçu aujourd'hui. Vous pensiez que les anciennes habitudes ne pouvaient pas revenir. Aujourd'hui, on voit les dédoublements de la FDC. Vous êtes un peu déçu du nouveau régime? On ne parle pas encore du dédoublement parce que le dédoublement doit être constaté au niveau du ministère de l'Intérieur. Aussi longtemps que le ministère de l'Intérieur n'a pas reconnu une autre AFDC que celle appartenant au professeur Bahati, nous pensons qu'il n'y a pas de dédoublement. Mais seulement au niveau du temple qui devrait être un temple de démocratie, l'Assemblée nationale, l'hémicycle qui devait faire la promotion des valeurs. Aujourd'hui, il est clair que cette Assemblée nationale ne joue pas à promouvoir la démocratie que nous voulons tous. Et de ce point de vue, nous pensons qu'il y a une justice qui pourra, en tout cas, nous remettre dans nos droits. Vous attendez quelque chose de Félix Tshisekedi quant à ça? Je pense que nous attendons de lui les changements du système. Vous savez, comme on dit... Vous pensez que rien n'a changé jusque-là? Non, il y a des changements qui sont en train de s'opérer dans le pays, nous les constatons, mais il y a aussi des habitudes qui ont la peau dure. Donc, dans une Assemblée nationale qui compte plus de 350 députés du FCC, il est clair qu'ils ont du mal à se débarrasser des pratiques du passé. Hein, ce sont des pratiques qui étaient les leurs pendant 18 ans, et maintenant que l'avènement d'un état de droit est... dans le pays, je pense qu'ils ont encore du mal à s'habituer, à s'acclimater avec la vraie démocratie. On leur laisse un peu de temps, mais il y a une justice qui pourra bien faire ce travail-là aussi. Il faut savoir que le ministre de la Justice fait partie du FCC. Ben, il y a un gouvernement, et il y a un Premier ministre, c'est vrai, qui fait partie aussi de cette même famille politique. Mais je crois qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, qui est compétent et habilité à prendre ce genre de décisions, les choses ont été bien faites. Voilà, parlons un peu du discours du chef de l'État. 2h40, près de 40 minutes.
un discours qui est pour la toute première fois devant les deux chambres réunies en congrès. Il a brossé un peu tous les secteurs de la vie. Il a parlé sa vision en ce qui concerne l'économie, la politique. Commençons avec l'économie. Lutter contre la corruption, est-ce possible? C'est possible. Je pense que, vous savez, dans un pays, l'impulsion vient toujours du sommet. Si nous avons à la tête du pays un président qui lutte contre la corruption, il est clair que tous les services vont suivre. Le président, il est celui qui donne la vision, mais il revient maintenant au service de l'État aussi, de s'approprier de la vision du chef de l'État pour que chacun, là où il est, puisse matérialiser cette vision. Je crois que la corruption, on peut en tout cas l'éradiquer du pays, mais il faudra que tout le monde puisse s'impliquer et des sanctions devraient suivre. Ouais. Vous savez, la faiblesse avec notre pays, c'est qu'il y a trop d'impunité parfois. Les Congolais sont habitués à l'impunité et ce genre de pratiques nécessitent, pour que ça soit réellement éradiqué, qu'il y ait des sanctions qui accompagnent. Les mesures, c'est très bien. J'ai suivi le chef de l'État qui a dit qu'il sera, en tout cas, intraitable sur la question, et je l'ai applaudi. Et moi, j'attends... Dans son cabinet, donc, il y a beaucoup de dossiers qui sont cités, et notamment les dossiers des 15 millions. On parle encore, on ne sait pas si c'est vrai, mais on parle encore d'un dossier de 10 millions qui placerait son directeur de cabinet à la tête. Tout ça, est-ce que... ce sont des signaux qui montrent que la corruption peut être luttée ou pas? Je ne suis pas de ceux qui réagissent aux rumeurs. Si les faits sont avérés, je pense qu'il y a une justice qui doit faire également son travail. Mais je pense aussi que le chef de l'État doit commencer dans son propre cabinet. Si on veut imprimer un État de droit, si on veut imprimer... on veut mettre fin à l'impunité, je crois que déjà dans l'entourage du chef de l'État, on ne devrait pas retrouver ce genre de pratiques. Mais il avait clairement dit que les dossiers en rapport avec les 15 millions se trouvaient au niveau de la justice, espérant seulement que la justice fera son travail. Il est président de la République, mais il n'a pas la majorité parlementaire, il n'a pas le Premier ministre, parce que le Premier ministre est du FCC, à tout ça, mais là, avec son projet pareil, vous pensez que Félix Tshisekedi peut facilement lutter contre la fraude fiscale? Parce que, selon certains experts, le régime passé, qui était chapeauté par Joseph Kabila, brillait par la fraude fiscale. Il y avait vraiment beaucoup de fraude. On parlait de la corruption, on n'arrivait pas à mobiliser des recettes comme il faut, mais c'est un peu la continuité parce que c'est la majorité du FCC qui gouverne toujours. Majorité, peut-être oui, mais une autre vision. Tout dépend de la vision de la personne qui est au sommet. Vous savez, la vision et l'exécution, c'est deux choses différentes. Justement, vous savez, la faiblesse du régime Kabila, c'était laquelle? C'était l'impunité. Le président était au courant de tout, mais ne sanctionnait pas. Je pense que Félix Tshisekedi devra faire la différence. Lorsqu'il apprendra qu'il y a des dossiers de détournement, des dossiers, ce n'est pas de malversation financière, il devra s'impliquer. Il ne devra pas fermer les oreilles, même si cela touche directement à son entourage. Donc je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'impulsion est toujours donnée au sommet. Même si ce gouvernement est à 65% composé de la famille politique de l'ancien président Kabila, je pense que la vision qui est prônée au sommet sera suivie par l'ensemble des ministres. Alors, il parle de la digitalisation des recettes économiques pour lutter contre la manque de mobilisation de recettes, pour qu'il y ait la traçabilité dans les recettes de recettes de la caisse publique. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Il suffit d'informatiser les systèmes. Vous savez, les paiements manuels, ça fait échapper à l'État beaucoup d'argent. Il y a des gens qui doivent à l'État, mais on ne sait pas capter tous ces fonds qui devront, en principe, entrer dans les trésors publics, parce qu'il y a des agents de l'État qui travaillent sur terrain, parfois, qui se font corrompre
du fait qu'on n'a pas informatisé notre système de collecte des recettes. Donc je pense que c'est une des solutions qui fera assez que, c'est comme la robotisation de l'administration, qui fera qu'il y ait plus de gens, des personnes physiques qui recouvrent l'argent de l'État. Vous savez, on a beaucoup d'exemples dans les pays, des gens qui vont vers les entreprises, des entreprises qui doivent des milliers de dollars à l'État, mais qui négocient avec des individus qui leur font des allégeances. Vous devez 300 000 $, on fait signer un document là-bas, ok c'est bon, vous donnez 30 000 $ et puis on va verser 5 000 dans les trésors et puis les 25 000 $, les gens se les partagent dans leur poche. Donc je pense que c'est une des conditions pour pouvoir maximiser les recettes de l'État. Il faut informatiser notre système fiscal de manière à ce que l'argent ne passe plus entre les mains des personnes commises, des fonctionnaires de l'État. Un peu, c'est la question que la population se pose. Félix Tshisekedi, président de la République, il a les FCC, mais un peu entre le FCC et Cash, il y a des tiraillements. Est-ce que ces tiraillements ne risqueraient pas d'entacher également à sa vision pour qu'en 2020, nous ne puissions pas constater également ce manque de l'année d'action, comme il a dit? Non, mais je pense que c'est une nouvelle expérience. Dans ces pays, nous avons toujours connu un président qui avait une majorité. Aujourd'hui, nous avons un président qui n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Donc, c'est une expérience nouvelle à laquelle... Et puis, il faut savoir que cette majorité a perdu les élections et veut revenir en 2023. Est-ce que ça sera facile? Perdu les élections au niveau de la présidentielle, oui. Bon, si on s'en tient aux résultats législatifs des assemblées provinciales, ils ont cette majorité. Faudra-t-il encore que nous puissions, en tout cas, crédibiliser aussi les résultats. Donc, le président travaille avec une majorité qui ne lui appartient pas. Il a sa vision à lui, mais il travaille dans le sens de créer une homogénéité de l'action, aussi homogénéité de deux forces en présence, les FCC et les Cash. C'est vrai que dans un premier temps, ils auront du mal. On va reconnaître que ce ministre-là, il est du FCC, l'autre, il est du Cash. Mais laissons-leur le temps de se mettre ensemble. Vous savez, même les couples, quand ils se marient nouvellement, parfois, il y a des tensions parce qu'ils doivent apprendre à se connaître l'un et l'autre. Donc, je pense que cette coalition devra aussi se fonder sur la sincérité de leur alliance. Parce que parfois, il est clair que nous constatons des crocs en jambes parfois, mais ça doit disparaître de ces gouvernements. On doit avoir un gouvernement de la République, non pas un gouvernement FCC Cash. C'est à cela qu'on doit arriver. Voilà. Lorsque le président de la République signe une ordonnance présidentielle et les ministres du portefeuille, puisqu'il fait partie du FCC, bloquent la mise en œuvre de cette ordonnance, là, ça démontre qu'il y a une hypocrisie et ça ne sera pas facile que les deux... Non, mais je crois que le président Félix Tshisekedi, qui prône un état de droit, devra, en principe, en être le promoteur, mais aussi le premier à l'exécuter. Si les ordonnances qui ont été signées par le président de la République n'ont pas suivi la procédure normale pour que leur mise en œuvre puisse devenir effective, il est clair qu'il faut permettre à ce que la procédure normale soit suivie. Donc, si c'est dans cet aspect-là, en tout cas, je comprends la résistance. Le président de la République a déjà ordonné, donc il a déjà signé l'ordonnance. Donc, est-ce qu'une ordonnance peut être revue parce qu'un ministre bloque? Quand même, c'est le président de la République. Non, mais je crois que nous sommes en politique. Administrativement, ça peut se justifier, mais ça, ce sont des questions politiques qu'il faudra traiter avec beaucoup de délicatesse. La question qu'il faudra se poser, est-ce que le président a compris le message qui lui a été lancé par le ministre du portefeuille ou il veut forcer un passage? Donc, pour vous, le message pouvait être quoi? Non, moi j'ai compris une chose, c'est que le message c'est le respect des procédures. Si le président de la République lui-même, qui est l'inventeur, il ne faut pas l'inventeur, mais celui qui fait la promotion de l'état de droit, va à l'encontre de cela,
Bon, il faut dire que... Est-ce que c'est au ministre de bloquer la décision du chef parce que ça n'a pas respecté la procédure selon ce que vous avez dit? Non, je ne dis pas que les ministres doivent bloquer. Je dis simplement que nous sommes en politique. Et la politique, parfois, il faut le faire avec beaucoup de délicatesse. Et je pense que si le président de la République lui-même n'en fait pas un problème, s'il pense que cette décision, c'est vrai, qui a revêtu de son autorité en signant l'ordonnance, s'il pense qu'il n'a pas suivi la procédure normale, c'est un homme qui peut aussi revoir sa décision. Mais il faut revoir aussi, sa décision parce qu'un ministre a bloqué. Il faut aussi revoir sa décision parce qu'un ministre a bloqué. Non, je n'ai pas dit qu'il revoit sa décision parce qu'un ministre a bloqué. Je pense que le cabinet du chef de l'État revoir aussi, comment? S'il vous plaît, le cabinet du chef de l'État doit l'aider. On n'est pas directeur de cabinet juste pour accompagner ou c'est pas exécuter la décision du chef. On n'est pas dans les collèges des conseillers pour exécuter seulement ce que le chef dit. On est aussi dans les collèges des conseillers pour dire non, Excellence, cette disposition ne suit pas la procédure. Est-ce qu'on ne peut pas faire respecter la procédure avant d'en arriver là? Là, maintenant, l'ordonnance du chef de l'État est rattrapée par le fait que ça enjambé les procédures qui devraient normalement être respectées. Donc, vous êtes d'accord avec un cadre du PPRD qui a dit que la décision, ces ordonnances doivent être maintenant discutées en Conseil des ministres? Je ne suis pas d'accord avec un cadre du PPRD. Moi, je suis d'accord avec la légalité. Par rapport à son point de vue, si son point de vue rencontre ce qui est prévu dans la Constitution, qui dit qu'une telle décision devrait être au préalable discutée en Conseil des ministres, si je considère que le chef de l'État n'a pas fait respecter cette exigence constitutionnelle, je pense qu'il peut revoir aussi sa décision. Donc, discuter sur les ordonnances du chef au Conseil des ministres? Pas discuter, mais je pense recueillir des avis. Mais je crois que l'ordonnance, telle que ça a été signé, entrera en vigueur. Vous ne pensez pas? Après avoir... Ça risque de diminuer un peu le pouvoir. C'est comme des opérations qui arrivent parfois au ministère des Finances, qu'on appelle de... l'argent parfois sort en procédure d'urgence. Ça sort et puis on vient formaliser après pour dire que non, ok, telle étape devait être suivie, ça n'a pas été suivi, on régularise. Mais l'ordonnance produit ses effets. Mais l'ordonnance était également signée en urgence parce que le Premier ministre qui l'avait signé, Bruno Tshibala à l'époque. Non, mais je crois que nous sommes dans un état de droit aujourd'hui. Moi, je soutiens les chefs de l'État, je soutiens l'état de droit et tout ce que le chef de l'État fera, si ça ne va pas dans le sens de respecter la Constitution et l'état de droit, je pense qu'il devra se remettre aussi en cause sur ça. Alors parlons du budget de l'État pour l'exercice 2020. Il y a 10 milliards. Après discussion, c'est ajusté à 11 milliards le budget de la République. Est-ce que l'État congolais a la facilité de mobiliser le budget à cette taille? Mais l'État congolais peut aller même à 25 milliards de dollars l'année. Seulement, il y a un problème de corruption et de coulage des recettes. Si on arrive à mettre fin au coulage des recettes, je pense que, vous savez, le budget n'est qu'une prévision. C'est une prévision budgétaire qui est estimée à 11 milliards. Mais je crois qu'on peut aller même dans la réalisation pour atteindre les assignations qui ont été imposées au service de l'assiette. On peut aller au-delà. Nous pouvons être même surpris si le chef de l'État et son gouvernement travaillent dans le sens de mettre fin au coulage des recettes. Il y a beaucoup d'argent dans ces pays. Il y a un rapport de M. Luzolo Bambi qui disait que chaque année, l'État perdait plus de 15 milliards de dollars. C'est de l'argent qui devrait entrer dans la caisse de l'État. Il avait cité certains gouverneurs qui n'ont jamais été interpellés également. Voilà, moi je parle seulement de cette masse d'argent qui n'entre pas dans les trésors publics. Donc si on canalise toute cette masse d'argent, je pense qu'on pourra aller à... C'est possible avec cette coalition qui gère le pays? C'est possible si nous bannissons l'impunité. C'est possible si nous instaurons la culture des sanctions. Si les ministres vont en prison, si les PDG des entreprises vont en prison parce qu'ils ont détourné de l'argent,
si les fonctionnaires de l'État qui est à la frontière s'est fait soudoyer pour faire passer de la marchandise sans payer la douane, tout ça, je pense qu'on y arrivera. Alors, il a évoqué également la situation sécuritaire. Il a applaudi les éléments des FARDC qui, pendant un moment, commencent à pousser un peu les ADF Nalou, donc, qui sèment la terreur au niveau de Beni. Alors, mais nous constatons qu'il y a toujours des tueries à Beni. Vous êtes d'accord avec ceux-là qui disent qu'il y a des infiltrés dans l'armée congolaise? Non, mais est-ce qu'il faut faire un dessin pour dire qu'il y a des infiltrés dans notre armée? Nous avons des généraux rwandais dans ces pays. Nous avons des officiers qui ne sont pas de nationalité congolaise dans notre pays. Tel que? Non, je ne cite personne. Hein, tout le monde le sait. Donc, je crois que lorsqu'on a procédé au brassage de l'armée, après la guerre des rébellions de 2001, qui nous a conduit au dialogue intercongolais, dont l'aboutissement était le gouvernement 1+4, ouais. On a vu des personnes, des nationalités étrangères devenir des Congolais et occuper des fonctions au sein de l'armée. Donc aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne que notre armée est infiltrée et qu'un travail devra être fait à ce niveau-là. Donc... est-ce qu'il y a le président de la République aura la facilité de déboulonner, comme il avait bien dit lui-même, déboulonner certains généraux qui, visiblement, font allégeance à Joseph Kabila? Bon, je ne sais pas s'il y a des généraux qui font allégeance à Joseph Kabila. Je ne sais pas si Joseph Kabila entretient des milices dans ces pays. Ça, je ne sais pas. Mais parce qu'ils étaient nommés par lui, nous connaissons un peu comment évolue notre pays. Ils n'étaient pas nommés par Joseph Kabila. Ils étaient nommés par le président de la République, comme institution Joseph Kabila. À l'époque, Joseph Kabila. Voilà. Donc, aujourd'hui, ils sont redevables vis-à-vis du nouveau président de la République. Ils ne sont pas redevables vis-à-vis de l'ancien président de la République. On parle de généraux affairistes, et puis ils font les affaires à l'Est, qui entretiennent également cette insécurité. Non, mais je crois que si les preuves sont établies qu'ils sont dans ce genre de pratiques, j'ai appris lors de ces congrès, quand le président faisait son discours sur l'état de la nation, qu'on a procédé au changement de toutes les forces qui étaient du côté de l'Est. Ouais. Hein, 11 000, on a permis, 11 000 personnes ont quitté, 11 000 et puis on a 21 000. Donc ça, c'est une décision courageuse que moi, je soutiens. Pour le reste, on va voir, nous comptons sur nos forces armées et espérons qu'ils vont mettre fin à ces... Mais les tueries persistent. Chaque jour, les gens meurent. Non, mais c'est vrai. Il faut dire aussi que les dossiers insécurité Est, ce n'est pas une guerre normale, une guerre déclarée, c'est une guerre asymétrique. Vous n'êtes pas en face d'une autre armée pour combattre. Ce n'est pas le cas. Ce sont des tueries, ce n'est pas préparé la nuit. Les gens arrivent à un endroit, ils saccagent, ils tuent et puis ils passent. Et vous venez constater. Mais je crois qu'il faudra renforcer la sécurité au niveau de ces territoires-là, mais aussi donner à nos forces armées les moyens conséquents pour pouvoir, en tout cas, faire face à ces genres de surprises. Parce que ces tueries sont des surprises, en fait. Notre armée est parfois surprise qu'il y ait des tueries dans le coin, même la MONUSCO parfois. Donc, je pense qu'il faut donner... J'ai beaucoup aimé le fait qu'il a doublé les effectifs là-bas, mais aussi il faut donner les moyens nécessaires pour pouvoir, en tout cas, être une armée dissuasive dans le coin. Alors, pour vous, comment mettre fin à ces tueries? Comment mettre fin? Je crois que je ne suis pas bien placé pour gérer des questions sécuritaires, mais nous avons des généraux d'armée, nous avons... des gens qui sont entraînés, des stratèges militaires qui peuvent proposer au chef de l'État des solutions pour pouvoir mettre fin à ces tueries. Mais un des débuts aussi, c'est la permutation. Il y a des gens qui sont restés longtemps dans les coins, qui sont plongés dans beaucoup de choses qu'il fallait déplacer. Ce qu'il a déjà fait, c'est quelque chose d'encourageant et je crois qu'ils vont continuer dans la même lancée. Alors, vous êtes d'accord avec le chef de l'État lorsqu'il a parlé de double nationalité?
que ça soit accordé, que les députés nationaux puissent réfléchir, les parlementaires puissent réfléchir sur l'acquisition de double nationalité. Mais je crois que le chef de l'État ne l'a pas dit en ces termes-là, mais il a sous-entendu. Voilà. Mais il faut qu'on soit conséquent vis-à-vis de nous-mêmes. Je pense que la plupart des Congolais sont pour la double nationalité et même pour plusieurs nationalités aussi. Mais les autres, mais seulement les autres ils les défendent parce que lui-même, il est issu de la diaspora. Être issu de la diaspora ne veut pas dire que vous n'êtes pas Congolais d'origine. On peut avoir évolué à l'étranger sans pour autant avoir changé de nationalité. Mais il y a aussi de nos frères qui, pour des raisons de survie, ont changé de nationalité. Hein, ou ont acquis une autre nationalité. Ils détiennent 2 nationalités. Ils sont congolais, ils sont belges, ils sont congolais, ils sont français, ils sont congolais, ils sont britanniques. Mais seulement... Mais la loi nous interdit. L'article 10, l'article 10 de notre Constitution parle de l'exclusivité. De la nationalité. Voilà. Congolaise. Mais là, le chef de l'État fait une réflexion que j'ai beaucoup aimée. Qu'est-ce que cette exclusivité nous a apporté aussi ? Parce que vous savez que, par exemple, dans le domaine du sport, nous avons des joueurs qui sont belges aujourd'hui, mais ils sont congolais d'origine. Ils ne savent pas venir jouer avec les Léopards tout simplement parce qu'à un certain moment de leur vie, ils ont décidé, pour des raisons d'intégration dans la société qu'ils avaient, dans la patrie qu'ils avaient reçue, des raisons d'intégration, ils ont opté pour cette nationalité-là. Mais ils sont restés congolais. Mais il ne faut pas ignorer les débats aujourd'hui en République démocratique du Congo lorsqu'on voit les pays limitrophes. Voilà, c'est ça. Ouais. Justement, c'est ça les problèmes. Nous sommes animés d'une certaine... c'est pas protectionnisme, mais aussi c'est la peur simplement avec ce qui s'est passé à l'est du pays. Mais les conditions pour recouvrer, pour avoir la nationalité, acquérir la nationalité congolaise, ce sont des conditions qui sont réglées par des textes. On ne va pas accorder des nationalités de manière collective, on donne à un coin comme ça de manière globale, non. La demande devra être individuelle. Mais aussi, l'article 10 a prévu à ce qu'il y ait une loi organique qui organise la manière d'acquérir la nationalité et la manière même de la recouvrer. Ce qui n'a pas encore été fait jusque-là. Mais je pense qu'on doit être sincère avec nous-mêmes. Si nous allons à l'Assemblée nationale, il y a des députés qui ont une double nationalité. Si nous allons au Sénat, il y a des sénateurs qui ont une double nationalité. Et même au sein de nos entreprises, nous avons... même dans nos familles, nos frères qui sont belges. Aujourd'hui, lorsqu'on voit un d'origine rwandaise et nationalité congolaise, avoir un poste, ça dérange. Donc, c'est la double nationalité. Il y a des fonctions. Voilà. C'est là qu'on doit y arriver. Il y a des fonctions qui ne sont reconnues exclusivement qu'aux Congolais d'origine. On ne peut pas permettre à ce que quelqu'un qui vient d'acquérir la nationalité congolaise puisse exercer certaines fonctions de l'État. Par exemple, devenir président de la République. Devenir ministre, député, sénateur. Là, c'est réservé donc pour vous, même exclusivement aux nationaux. Même les pays, donc les habitants, donc soit les autochtones, les ressortissants de pays limitrophes peuvent acquérir, demander, solliciter. Mais c'est la mondialisation. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où est-ce qu'il n'y aura pas des risques Ougandais peut devenir congolais. Il n'y a pas de risques parce que vous avez vu à l'est de la République démocratique du Congo ce qui se passe déjà lorsqu'on voit Minembwe qui est la pomme de discorde aujourd'hui, comme on voit certaines terres de l'est de la République démocratique du Congo qui sont réclamées par le pays limitrophe. Ça ne sera pas un peu... Mais justement, c'est là que je dis, nous avons ces paranoïas-là. Hein? Nous avons encore cette peur-là de replonger dans les dérives du passé. Parce qu'il y a des gens qui vont se prévaloir d'être congolais et puis vont en abuser. Mais il faut qu'il y ait des lois. On n'accorde pas de manière collective, comme j'ai dit. Aujourd'hui, nous avons des Congolais qui sont angolais. Nos frères congolais qui sont angolais, mais qui ont même aujourd'hui des prénoms qu'on ne sait plus. Moi, je le connaissais, il s'appelait par exemple Freddy, mais aujourd'hui il s'appelle Nascimento, parce qu'il est devenu angolais. Donc, si on accepte à ce que
des Congolais deviennent Français, des Congolais deviennent Belges, si on accepte à ce que les Congolais deviennent des Britanniques, c'est la mondialisation aujourd'hui. Pourquoi nous, on doit s'en tenir à cette exclusivité de la nationalité qui ne nous apporte rien? Mais seulement, il faudrait qu'il y ait des mesures d'encadrement qui permettent à ce que, à certaines personnes, que cela soit refusé. Et si on acceptait la double nationalité, mais on met à côté les pays limitrophes, ça sera intéressant? Non, mais je ne pense pas que ça va aller... vous savez, il y a des principes internationaux, des lois internationales, des conventions, tout ça. Il ne faudrait pas aussi les violer. Seulement, la demande, elle est individuelle. Il y a des Congolais qui ont demandé de nationalité pour devenir français. On ne les leur a jamais accordé. Ils ont fait 10 ans en France. Ils ont fait 15 ans en France. Ils ne sont jamais devenus français parce qu'on leur a refusé la nationalité. Ça va aussi de la souveraineté d'un État. Alors, accepter comme refuser, ça fait partie de la souveraineté d'un État. Alors, retour Martin Fayulu à Kinshasa, transporté en Chipoy, et il a tenu son meeting en disant qu'il va se prononcer le 30 décembre pour son oral à la nation. Comment vous analysez cela? Je pense que Martin Fayulu, c'est un acteur politique majeur dans ces pays. Oui. Il est libre de faire ce qu'il veut. Mais seulement, je me dis, mais il va aller jusqu'où? Parce qu'il faut déjà commencer à envisager 2023. Vous savez, moi, j'ai été candidat député national à Lukunga. J'ai contesté les résultats. Mais ce n'est pas pour autant que je continue encore à... Il y a un moment de la vie, il faut vraiment arrêter pour avancer. Je pense qu'il est temps aujourd'hui, après une année qu'on ait proclamé les résultats, il faut commencer maintenant à réfléchir sur les perspectives d'avenir. Il est clair que comme tout acteur politique peut se permettre de faire son état de la nation, la liberté de manifester est garantie, la liberté d'exprimer, de s'exprimer, d'expression est garantie. Martin Fayulu peut tenir ses meetings, mais bon, et après? Après, Félix continue à régner, il est président jusqu'à 2023. Donc, je pense qu'à un certain moment, il faut s'arrêter pour pouvoir concentrer ses énergies pour le futur. Je l'ai dit, j'étais candidat député à Lukunga. Ce n'est pas aussi un moyen pour préparer le futur? Je ne pense pas, parce que ils ont économiquement... Martin Fayulu reste puissant. Il est venu, vous avez vu une marée humaine, transporté en Chipoy. Je rappelle ici aussi, et tout le monde le sait, que Martin Fayulu est devenu leader par procuration. Mais il a, bon, par les faits que Bemba lui a donné sa base, Katoum lui a donné sa base, tout le monde lui a donné sa base. Maintenant, en 2023, tout le monde récupère sa base. Donc, il faut qu'il commence à réfléchir sur les perspectives 2023. Et je ne pense pas que 2023, la Mouka, dans son ensemble, lui accordera encore ses privilèges d'être candidat président de la République. Mais il a déjà acquis une certaine notoriété. Il a sa base dans tous les 4 coins du pays. Martin Fayulu est devenu incontournable. Non, mais on ne peut pas ignorer. C'est très bien, ouais. C'est très bien. Maintenant, laissons-les aller comme candidat en 2023 sans Bemba, sans Katumbi, sans Matungulu, sans les autres. Et on connaîtra sa vraie force politique. Pour son projet de la sortie des crises. Non, mais ça, c'est dit n'importe quoi. Écoutez. Vous n'êtes pas d'accord? Il y a des institutions qui sont en place. Dites-moi, est-ce qu'il y a une institution dans ces pays chargée de travailler sur les réformes? Il y en a oui ou non? Il y en a oui. C'est à l'Assemblée nationale. Martin Fayulu, je rappelle ici qu'il est député national, même s'il ne veut pas siéger. Il est député national. S'il ne siège pas, nous considérons qu'à la place, il a délégué son suppléant qui y siège. Donc, s'il a des réformes, des projets de réforme, des propositions de réformes à faire, l'Assemblée nationale est les lieux indiqués pour faire des réformes dans le pays. Des réformes même par rapport à la CENI. Vous ne pensez pas que ça pourrait atténuer un peu la crise politique aujourd'hui, la crise un peu... Est-ce qu'il y a une crise politique dans le pays? Il y a une crise virtuelle. Lorsqu'on voit Martin Fayulu tenir des propos qu'il faudrait qu'il y ait des sanctions économiques contre, contre les dirigeants congolais et la RDC, et Mouzitou qui dit qu'il faudrait, ils vont tout faire pour qu'il n'y ait pas, il y aura une crise en République démocratique du Congo et ce qui ne permettra pas qu'il y ait des investisseurs. C'est ce que nous observons un peu aujourd'hui. Est-ce que pour que tous les Congolais, parce que l'affaire du Congo, c'est de mettre tous les Congolais sur une même table et de réfléchir
pour enfin évoluer? Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir? Quand vous parlez des Congolais, vous parlez des politiques qui... Ce sont les politiques qui sont des leaders. Voilà, justement, le problème, ce n'est pas les peuples. Le problème, ce sont des hommes politiques égoïstes qui ne se retrouvent pas. Ils sont habitués à gérer. Mobutu a été Premier ministre dans ces pays. Qu'est-ce qu'il nous a apporté aujourd'hui pour se prévaloir, aujourd'hui de devenir donneur des leçons? Mobutu. Combien de dossiers à l'Assemblée nationale qui étaient contre Mobutu? Il a été sauvé par les régimes Kabila. Il y avait une motion de censure contre Mobutu qui a été initiée par Jean-Lucien Boussa. Vous vous en souvenez? Enrichissement illicite. Enrichissement illicite. Votre ex-patron, je le rappelle. Ben, je n'oublie pas mes origines. Donc, aujourd'hui, ces dossiers peuvent encore réjaillir. Hein? Ils doivent dire merci à Félix qui ne veut pas aller fouiner dans les passés. Si j'étais Félix, je fouinerais dans les passés. Et des gens comme Mobutu seraient en prison. Donc, aujourd'hui... comment est-ce que vous avez des preuves que Mobutu a détourné, l'Assemblée nationale, il y a eu des débats à l'Assemblée nationale, il y avait des preuves qui ont été apportées sur des dossiers d'enrichissement illicite de M. Mobutu. Et aujourd'hui? Voilà. Ces dossiers se trouvent à l'Assemblée nationale, mais il a été sauvé par sa majorité. Hein? Il a été sauvé par sa majorité. Donc aujourd'hui, si Félix Tshisekedi veut rendre la monnaie à tout le monde, je ne pense pas que Mobutu pourra encore tenir des meetings dans ces pays. Merci beaucoup, Chris Mukendi, d'avoir répondu à notre invitation. La toute dernière question. Joseph Kabila, ancien président de la République, n'était pas présent lors de l'oral du chef de l'État devant les deux chambres réunies en congrès. Et pour vous, c'était intéressant qu'il soit là pour montrer qu'il y a l'unité nationale aujourd'hui et l'alternance se conjugue vraiment au présent. Non, mais sa présence, c'est vrai, beaucoup auraient souhaité qu'il soit là, mais bon, peut-être qu'il était malade. Il y a aussi des députés qui n'étaient pas là. Il y a certains sénateurs qui n'étaient pas là. Est-ce qu'il n'avait pas peur d'être hué par les combattants de l'UDPS? Ça, je ne sais pas, je ne connais pas ses motivations, mais je pense qu'il a été associé. Il a certainement, comme tous les autres sénateurs, tous les sénateurs étaient invités. À ce titre-là, comme sénateur à vie, il pouvait aussi venir. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il ne veut pas subir le pouvoir de Félix Tshisekedi? Il est dans la salle et Félix entre, il se met debout. Il faut les comprendre aussi si tel est le cas. Il faut les comprendre. Ce n'est pas facile d'avoir été président et puis de partir et de voir quelqu'un d'autre marcher sur les tapis rouges qui aurait été vous. Vous pensez qu'il a des ambitions de revenir en 2023? Je ne pense pas. Je pense qu'en 2023, Joseph Kabila va encore soutenir Félix Tshisekedi. Et vous pensez que Joseph Kabila est encore fort aujourd'hui? Il est fort parce qu'il a la majorité à l'Assemblée nationale. Il est fort. Vous pensez que c'est lui le seul qui manipule le FCC? C'est lui l'autorité morale du FCC. Il est fort. Il a ses 350 députés nationaux. Il a plus de 600 députés provinciaux. Il a plus de 20 gouverneurs de province. Vous pensez que Bahati regrette aujourd'hui son acte de rompre avec Joseph Kabila? Non, mais je crois que Bahati est sorti du FCC tête haute et il en est très fier. Vous pensez pas qu'il regrette? Oh non, pas du tout. Hein. Il ne regrette pas? Pas du tout. Qu'est-ce qu'il regretterait? Un poste ministériel? Bon, il est nulle part aujourd'hui. Non, il est nulle part. Comment il est sénateur? On pouvait vous voir aussi, donc vous aussi bénéficier du partage de gâteaux parce que vous êtes de la FDC. C'est comme ça que le Congo se meurt parce que tout le monde veut être là et se partager les gâteaux. Le Congo n'est pas un gâteau. Le Congo appartient à tout le monde. On doit se battre partout où on est pour que les prix du pain permettent à tous les Congolais de manger, de boire et d'avoir de l'électricité chez lui à la maison, même si on n'est pas au pouvoir. Chris Mukendi, merci d'être venu. Merci, monsieur le journaliste. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est l'entretien. Merci de rester branchés sur les ondes de Vainqueur Télévision.